se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon ce soir, comment dire, il était comment ce match Espagne-Portugal? On s'attendait à beaucoup et je pense les copains, voilà, je vois déjà un message de LOS qui nous dit j'attendais beaucoup plus de Yamal et Amine DZ qui nous dit 122 points et bien joué le 1-0, c'était le score du soir. Voilà, déjà les copains ont commencé un peu à en parler. On peut être un peu sur notre fin. Si on est très honnête, on peut rester un peu sur notre fin. Le match n'était pas mauvais, hein. Attention, c'était pas une purge, on n'était pas face à une purge. Mais c'est vrai que ça a manqué un peu de folie. Ça a manqué un peu de folie pendant cette rencontre. Et oui, bien sûr, il y a eu cette toute fin de match avec le but de Merino, mais on n'a pas eu cette adrénaline qu'on a eu. Alors déjà hier soir en pleine nuit, Mexique-Angleterre, mais même hier sur le Brésil-Norvège, on avait ce côté un peu incertitude, mais avec quand même des équipes qui prennent des risques. Là, ce soir, c'était plus tactique. Mais c'était intéressant, hein. C'était intéressant à voir, qu'on se trompe pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire que c'était une purge, hein, loin de là. Mais on pouvait s'attendre à beaucoup plus, je pense, vu les joueurs alignés sur la pelouse. Et on peut rester un peu sur notre fin, comme j'ai dit. Bon, voilà. C'est pour, on va dire, un peu la présentation, un peu de ce match. Maintenant, il y a des choses à dire, hein. Et puis, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, les copains. Même si là, on n'est que quelques minutes après la fin du match, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Donc, comme d'habitude, les copains, faites comme LOS et Amine, allez-y, hein. Vous pouvez commenter, liker, partager, faites le débat avec moi, c'est toujours plus sympa. Comme je dis, maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein. N'hésitez pas, donnez-nous du soutien, du like, du commentaire, du partage et un petit abonnement. Alors là, c'est encore plus génial. Donc, allez-y, les copains. On a besoin de vous. Ça peut aussi dépendre de vous si on peut proposer encore plus de contenu. On vous fait confiance. Merci à l'Ouest qui nous dit de liker, les gars. Merci, mon copain. Bon, alors, va falloir se le dire, hein. Est-ce que ce soir, la Roja, c'est un petit peu flou. Est-ce que là, ça va être mieux? Normalement, ça devrait être mieux. Voilà, c'est parfait. La Roja, ce soir, les copains, ici, on nous clap de fin, hein, de nos amis portugais. Et puis, bon, c'est nos amis portugais, et puis c'est surtout un de nos copains portugais. Parce qu'on va être obligé d'en parler, hein, les copains. Ce soir, c'est pas juste un match qui se termine avec
avec une élimination simple du Portugal. C'est une élimination du Portugal en 8e de finale, avec Cristiano Ronaldo qui dispute normalement et logiquement sa dernière Coupe du Monde. C'est pas une simple élimination du Portugal. Et on l'avait dit tout à l'heure en preview, on en avait parlé, on avait expliqué que le destin de pas mal de Portugais sur ce match-là pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et bah oui, voilà, quelques heures après, on a le verdict et il y a certains joueurs, certaines personnes dans le staff, pour pas nommer directement l'entraîneur, qui vont avoir, je pense, je sais pas si c'est des comptes à régler, je sais pas si c'est des comptes à rendre, je sais pas si, mais en tout cas, il y a, je pense, on est à l'arrivée, on est au bout de ce Portugal version Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo en pointe. Je pense qu'on arrive au bout. Maintenant, je l'avais dit tout à l'heure et je vais le redire là, la composition, elle a rien de déconnant. Hein. Elle a rien de déconnant. Juste Vega, moi, pour le coup, j'ai jamais accroché dans ce mondial à côté de Ruben Diaz. J'ai pas accroché, mais en soi, c'était un choix normal de le remettre. Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, bah oui. Il n'y a aucune raison de changer ça. Par contre, Joao Félix, c'était un peu ce que je pressentais. De toute façon, je pense qu'on était beaucoup à pressentir ça. C'est-à-dire que pourquoi, dans ce type de match, tu fais confiance à Joao Félix? Pour moi, c'est une connerie. C'est une connerie. Donc après, c'est pas une connerie en le sens où c'est une dinguerie qui porte 100% de responsabilité Roberto Martinez. Il avait joué en début de saison, en début de compétition. Il est, on va dire, avec une vraie complicité avec Cristiano. Oh, ok, ça pouvait se tenter, mais là, ce soir, les copains, je peux vous mentir. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est une chose, mais alors, jouer au Félix, faudra m'expliquer. Hein. Et je vais même aller plus loin, même ce joueur, faudra m'expliquer. Vraiment, la carrière, les choix de club, l'enchaînement, la hype qu'il continue d'avoir, franchement, c'est extraordinaire. Tonton Georges, il est fort. Vraiment, Tonton Georges Mendes, il est vraiment super fort. Parce que année après année, continuer de nous expliquer que Joao Félix, c'est une petite merveille. Alors oui, on a tous en tête 2-3 buts très très jolis de Joao Félix avec du toucher de balle, avec tout ça. Il y a aucun problème. Les highlights, ils sont géniaux. Franchement, les skills, ils sont parfaits. Par contre, sur la continuité pendant 90 minutes, pendant une compétition, pendant un championnat, pendant une compétition européenne, je suis désolé, mais c'est trop insuffisant. Je suis désolé, hein, Joao Félix, pour moi, ça fait un moment que je suis descendu du train et c'est pas cette Coupe du Monde qui m'a fait remonter dedans. Très, très clairement. Donc, voilà, sur le papier, il y avait Vega, je considère pas que c'est une erreur parce que c'était un choix depuis le départ. Donc, après tout, c'est le choix du coach, donc rien à dire. Mais Joao Félix, pour moi, c'est une connerie, sachant que Leao, sur le dernier match contre la Croatie, pour moi, son match est bon. Et c'est pas parce que j'aime bien le joueur ou que j'aime surtout le club dans lequel il évolue. Rien à voir. Hein. Vraiment, son match contre la Croatie, pour moi, il est bon. Il est à l'origine du but de Gonzalo Ramos avec le centre. Il tape la barre. Il déstabilise à plein de moments. Alors, je ne vous dis pas que son match était parfait. Hein. Mais pour moi, c'était dans la logique de le remettre là ce soir titulaire. Je pige pas. Je pige pas. Et en plus, quand on voit le match réalisé par notre ami Joao Félix, il n'y a pas de quoi vraiment s'ambiancer en se disant que oui, c'était la bonne idée. Vraiment, voilà. Et du côté espagnol, moi, c'était ce qui m'avait séduit. Je vous l'avais dit dans la preview, et c'est pour ça, je ne vais pas faire le malin, mais il y a des fois où on se trompe, mais il y a des moments où on voit juste. Moi, j'avais mis la victoire de l'Espagne 2-1. J'étais parti sur un 2-1 en 90 minutes. J'avais le bon écart, le bon vainqueur, mais j'avais pas le bon score. Mais moi, ce qui m'avait séduit dans cette équipe espagnole, c'est justement cette continuité. Ce qu'on n'a pas depuis le départ avec
avec Roberto Martinez, où tu sens qu'il tâtonne, où tu sens qu'il n'a pas trouvé la bonne formule. Et en face, tu as une sélection qui, ici, là, pour le coup, elle a trouvé ses hommes forts, elle a trouvé son 11, elle a trouvé son style de jeu. Ça, c'est très important pour moi. Elle a défini son style de jeu. Et en définissant son style de jeu, et avec des joueurs en plus qui sont en accord, hein. Donc, c'est-à-dire des joueurs qui sont vraiment à bloc derrière la philosophie de jeu et par le projet de jeu lancé par le staff. Voilà, moi, ça me paraissait plus cohérent pour jouer ce 8e de finale. Maintenant, c'était un match coup près, et il peut se passer plein de choses, hein, dans un match coup près. Donc voilà, et si on regarde un peu la première mi-temps, comment s'est déroulée un peu la première mi-temps, oui, assez logiquement, l'Espagne a la possession. Maintenant, c'est pas une possession dingue, hein, pendant la première mi-temps. Pendant la première mi-temps, on est sur un 55-45. Donc, on n'est pas sur une Roja qui monopolise le ballon et qui fait tout le temps courir le Portugal. Le Portugal arrive quand même à mettre le pied un peu sur le ballon. On sent une maîtrise plus espagnole, mais voilà, il y a des occasions, mais ça manque encore une fois, et ça va même aller pour le bilan du match, ça manque d'étincelles. Il manque un petit quelque chose. Et je pense que dans ce type de match-là, oui, ce qui peut débloquer, et c'est assez logique, hein, ce que je vais vous dire, c'est le but. Si là, tu as un but dans les 20-25 premières, je pense que le match prend une autre tournure. C'est assez fou, c'est assez logique, hein, et évident ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que si les Portugais ou les Espagnols viennent à ouvrir le score rapidement, on se retrouve avec une configuration de match qui est différente, qui est vraiment différente. Là, je leur partage, les stats le montrent bien, ça s'est craint, ça s'est vachement craint pendant cette rencontre. Maintenant, malgré cette crainte et l'idée de pas trop se découvrir et laisser, on va dire, les autres, l'adversaire prendre le dessus sur soi, ouais, ça a joué un peu avec le frein à main, et cette première mi-temps, pour moi, elle est un peu symbole de ça. Maintenant, il y a des arrêts, il y a des arrêts d'Unai Simon, il y a des arrêts de Diogo Costa, et faudra aussi un jour se poser quand même la question, vraiment, hein, Diogo Costa, faut le voir dans un gros club, dans ce garçon. C'est plus possible, c'est un sacré gardien, hein. Alors, je découvre pas ça aujourd'hui, hein, les copains, hein. C'est pas d'aujourd'hui, mais vraiment, c'est un énorme gardien, hein. Vraiment, la partie qu'il fait encore, il laisse les Portugais dans le match, hein. Parce que même au global, surtout même dans la deuxième période, il sort vraiment beaucoup d'actions chaudes. Et vraiment, il va falloir en parler. Mais ce gardien, c'est quand même, sans moquer de respect au FC Porto, hein, mais pour moi, ça mérite une autre exposition. Ça mérite un club avec plus d'ambition. Ça doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Enfin, voilà, je trouve, hein, c'est un parmi tant d'autres, hein, dans cette sélection. Tous ont globalement une vraie bonne exposition avec leur club. Mais lui, je trouve, et c'est pas la première fois, déjà pendant l'Euro 2024, il avait été très bon. À chaque fois que je le vois avec Porto, alors je vois pas tous les matchs, hein, mais quand je le vois avec Porto, il est très très bon. Vraiment, Diogo Costa, c'est, je sais pas, hein, s'il y a un gros club qui cherche à se renouveler, je sais pas, je pense par exemple au Bayern, ou Manuel Neuer, on l'aime tous très fort, on l'aime tous d'amour, on a beaucoup de respect pour lui et beaucoup d'affection. Mais je vous le dis, hein, les copains, je suis le Bayern, je me penche sérieusement sur Diogo Costa, hein, parce que vraiment, il correspond. En plus, il a plutôt un bon jeu au pied, c'est un gardien moderne, bon sur sa ligne, très très bon sur sa ligne, bon sur les pénaux. Ah non, moi, Diogo Costa, ça fait partie des vrais bons gardiens. Voilà, je voulais juste le préciser, et je trouve quand même que c'est un peu une anomalie de le retrouver à Porto depuis plusieurs saisons. Alors, Pépin Le Bref qui nous dit très content pour l'Espagne, et Nina Chitula qui nous dit moi aussi pitié pour le Portugal. Ah ouais, on va forcément avoir un peu de tendresse pour le Portugal, parce que bon, bien sûr, si vous êtes des haters
de Cristiano Ronaldo, bien sûr, vous allez vous réjouir ce soir parce que comment le Portugal et Cristiano sont sortis, mais bon, t'es obligé d'ouvrir le dossier, hein. T'es obligé de parler de Cristiano, hein. Parce que dans cette défaite, pour moi, elle n'est pas imputable à Cristiano. Faut déjà tout de suite le dire, c'est pas lui, il n'a pas d'occasion majeure vraiment qu'il loupe. Il a plusieurs situations, hein. On le voit sur les stats, il a 3 tirs, il encadre 2. C'est pas lui, voilà, qu'on soit très très clair et qu'on dissipe tout malentendu, c'est pas lui le responsable de cette élimination du Portugal. Par contre, on va pas pouvoir mettre sous silence que arrivé la 70e, 75e, alors je dis pas qu'il faisait peine à voir, parce que c'est pas le mot, parce qu'en plus le Portugal avait pas la balle. Donc vraiment le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, c'est quand je parle de Cristiano, c'est que il y a ce côté, on le sait, hormis si tu vas lui redonner un penalty ou alors une offrande de Neto ou de Leao qui venait de rentrer à ce moment-là, on avait tous vu en fait. On avait tous vu que Cristiano, il pouvait plus. C'est pas qu'il pouvait plus. Il pouvait jouer, hein. Il a joué jusqu'au bout. Mais qu'il fallait le sortir. Puis je suis désolé, mais en fait, Gonzalo Ramos, en fait, non, quoi. Non, en fait, le but marqué contre la Croatie, non, non, ça suffit pas. Enfin, franchement, quand j'ai vu les remplacements à la 71e, je me suis dit, ok, il va le faire rentrer. Quand j'ai vu Dalot et Leao, je me suis dit, non, ok, j'ai pas vu Gonzalo, ok. Et à la 83, quand il fait rentrer Bernardo et Francisco Conceição, je pense que je l'ai bien dit, le Conceição, il y a toujours pas de Gonzalo Ramos. Donc, c'est quoi la réaction, c'est quoi la justification? Parce que forcément, vous le savez comme moi, les copains, les justifications, on les demande toujours quand il y a des éliminations, hein. Vous suivez le foot, je pense, depuis assez longtemps, les uns et les autres, pour savoir que là, ce soir, Roberto, là, il va falloir qu'on ouvre un dossier, hein. Là, il y a un vrai dossier pour toi, hein, Roberto. C'est pas possible, hein. Ça se murmurait depuis quand même un moment. Mais là, on peut se le dire que Roberto Martinez, c'est un sélectionneur moyen. Parce que là, maintenant, il y a assez d'éléments mis bout à bout pour arriver à cette conclusion-là que c'est un sélectionneur moyen. Je me base pas juste sur le mandat là, avec le Portugal, hein. Parce que là, le Portugal, si on s'arrête juste dessus, il y a le bilan, on va dire, factuel avec les résultats. Donc, il y a une Ligue des Nations. Je suis pas sûr que les supporters portugais soient super heureux d'avoir la Ligue des Nations, mais tant mieux. À la limite, en plus, c'est leur 2e. Donc, ils sont peut-être super contents, mais à mes yeux, en tout cas, ça vaut rien, une Ligue des Nations. Enfin, honnêtement, c'est juste bien pour monter dans le classement FIFA, mais ça, c'est rien d'autre. Il y a une élimination 2024 contre les Bleus, quart de finale, dans un match où l'équipe du Portugal a quasiment rien montré. On a là ce mondial 2026, où je suis désolé, maintenant on est obligé de se demander si c'est un flop, cette campagne portugaise. On est obligé, les copains. On peut pas faire autrement. Roberto, à la base, j'ai rien contre toi, hein. Franchement, je m'en fous. Mais là, on est obligé. Le Portugal qui s'arrête en 8e de finale et en quart de finale avec les générations que t'avais, il y a des comptes à rendre. Et pour moi, tout simplement, là où peut-être en 2024, il arrive à garder son poste, là, ce soir, ok, tu tombes contre le Portugal, tombe contre l'Espagne. Donc, c'est pas contre un sparring partner. Pas de problème. On peut pas lui tomber dessus en mode, ouais, t'as vu contre qui t'es tombé. Mais par contre, contre un adversaire de ton niveau, que tu as battu pour cette fameuse Ligue des Nations si importante, bah, là, pour le match clutch, parce que on va pas se mentir, hein, les uns et les autres, on va tous être d'accord. Là, je suis un peu en train de faire de l'ironie sur la Ligue des Nations, mais là, ce soir, entre une finale de Ligue des Nations et un 8e de finale de Coupe du Monde, on est d'accord que le plus important, c'est le 8e de finale de Coupe du Monde.
Et là, ce soir, Roberto, t'as jamais été en position d'inquiéter les Espagnols. Alors après, on va en parler des Espagnols. Parce que l'Espagne, match après match, ils sont en train de passer les adversaires, je dis pas super facilement, mais ils sont en train de les passer d'une manière assez maîtrisée, je trouve, pour que ça nous interpelle pas un tout petit peu quand même. Vraiment. Donc c'est peut-être un autre style que les Bleus, c'est peut-être un autre style que l'Argentine, c'est peut-être un autre style que les autres sélections qui sont qualifiées, le Maroc, la Norvège, l'Angleterre. Ok. Par contre, l'Espagne, il va falloir quand même un tout petit peu en parler. Et puis la stat de 0 but encaissé en 5 matchs, là maintenant face au Portugal, qui était quand même une attaque un peu référencée, là je pense que le test, ils l'ont passé. Hein. Le test pour la solidité de la défense, je vous le dis les copains, pour moi ils l'ont passé ce soir. Alors peut-être, hein, quand on regarde, il n'y a que 0,6 de XG pour les Portugais. Donc vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas eu de temps que ça. Ouais, mais bon, s'il y a eu autant et aussi peu de XG, les copains, c'est aussi tout simplement parce que nos amis espagnols, ils ont maîtrisé le match de A à Z, en fait. Ils ont maîtrisé de A à Z. Voilà. Donc oui, il y a eu des situations où Unai Simon est sorti. Il a fait d'ailleurs de beaux arrêts. C'est marqué sur les stats. Hein. Il y a deux arrêts pour Unai Simon. Donc pas de problème. Ils n'ont pas été en totale maîtrise pendant 90 minutes avec 95% du temps le ballon. Non, quand même, un adversaire. Et sur ce qu'ils ont montré là sur cette rencontre, pour moi, oui. Là, faut arrêter de mettre les Bleus tout au-dessus. Je peux continuer à dire que les Bleus ont fait la meilleure impression depuis le début de ce mondial. Ça, je veux bien aller dans ce sens-là. Par contre, dans un autre style, l'Espagne, je suis désolé, c'est pas inférieur. Vraiment. Et c'est dans un autre style. Mais c'est vraiment pas inférieur. Donc, cette fameuse demi-finale qui semble se dessiner. Maintenant, attention, hein, il y a des quarts de finale à jouer. Faut pas non plus mettre, comme on dit, charrue avec les bœufs. Mais non, faut pas trop tout de suite tirer d'enseignements et de plans sur la on va dire sur la comète. Mais cette demi-finale France-Espagne qui se rapproche de plus en plus, je vous le dis les copains, c'est une finale avant l'heure. Hein. C'est une finale avant l'heure. Alors on pouvait se dire ce soir aussi que c'était une finale avant l'heure, mais il y avait des incertitudes sur le Portugal. Force est de constater, et on l'avait dit tout à l'heure en preview, il y a des incertitudes dans ce Portugal. On n'a pas de marge, on n'a pas de certitude véritable. Donc attention de voir, mais sur le papier, oui, ça ressemblait à une fameuse finale. Maintenant, je vois juste que dans deux styles différents, oui, France et Espagne, pour moi, c'est les deux sélections qui se détachent de la concurrence. Alors bien sûr, je vous ai dit, Maroc c'est bon, la Norvège c'est bon, l'Angleterre ça a signé son match référence. L'Argentine, il y a un gros point d'interrogation parce que on a tous vu le match contre le Cap-Vert et j'en reste juste sur ce qu'on a vu sur le terrain. Je parle même pas de leur terrain qui est complètement à blâmer, mais là je parle juste du terrain. Sur ce qu'on a vu du terrain, l'Argentine c'est pas réjouissant. Hein. Et on a trop peu de références sur leur premier tour pour pouvoir se dire oui l'Argentine ça va aller loin cette année. Non, pour moi on n'a aucune certitude pour l'instant sur cette Argentine, vraiment. Et puis ajouter à ça, si on prend Messi qui vient à peut-être être blessé ou un peu hors de forme ou bien pris, attention. Vraiment l'Argentine, je les mets en dessous de la France et de l'Espagne pour l'instant. Vraiment pour moi c'est au-dessus. Et Elwes El Padrino qui nous dit le chemin de l'Espagne est devenu moins difficile pour la demi-finale. Oui. Ah oui, on va pas se mentir. Hein. Tout à l'heure, le fameux Belgique-États-Unis. Bon, le vainqueur, faudra pas le sous-estimer, pas de problème, ça s'entend. Hein.
Mais l'Espagne sera là pour le coup. Il y a vraiment, pour moi, une marge entre Espagne, soit qui affronte soit les États-Unis ou et la Belgique, à la différence de la France face au Maroc. Ok, je veux bien entendre que le Maroc puisse, que la France puisse être favorite, mais c'est plus disputé. Moi, je le dis, France-Maroc, on va bientôt faire la preview sur la chaîne avec Reda. Pour moi, on est plus sur un 60-40. On est plus sur un 60-40, alors que Espagne face à soit États-Unis ou Belgique, pour moi, on est sur un 70-30, voire peut-être même plus. Voire peut-être même plus. Donc, voilà. Dans mes... ce que ça vaut, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais dans mes prédictions, oui, je vois plus l'Espagne se qualifier donc pour cette demi-finale. Et France-Espagne, comme le dit LOS, c'est 50%, 50-50. Hein. C'est 50-50 parce que, bien sûr, vous allez trouver peut-être une meilleure attaque du côté des Bleus. Pas de problème, ils ont marqué plus, ils sont plus impressionnants, ils ont un potentiel offensif plus impressionnant. Maintenant, je la replace, mais 0 but encaissé en 5 matchs de Coupe du Monde, ça commence à être une sacrée stat. Et il n'y a plus cette fameuse excuse de « Ah oui, mais les Espagnols, ils avaient un premier tour qui était quand même assez simple. En 8e, en 16e, ils ont joué l'Autriche. Non, les copains. » Et là, ce soir, ça nous montre encore une chose, c'est que l'Espagne face à un adversaire de poids, de haut niveau, qui est compétitif, qui veut la win, hein, qui veut aller jusqu'au bout. Ah, l'Espagne, elle a pas tremblé, en fait. Je suis désolé, moi, c'est la sensation que j'ai, malgré certaines situations un peu chaudes du Portugal. Moi, j'ai la sensation que l'Espagne, ce soir, elle a pas tremblé. Et que elle s'est qualifiée. Je veux pas dire que c'est mérité, parce que le mérite, de toute façon, dans le foot, on suit tous ça depuis des années. Et je pense qu'on a tous vu que le mérite, c'est une chose, mais ça te donne rien. Ça te donne pas de passe droit, ça te donne que dalle. Donc, voilà, si on devrait donner un mérite, oui, je le donne plus à l'Espagne. Le Portugal a pas démérité, mais a trop peu montré. Et je suis désolé, pendant cette deuxième mi-temps, il y a aussi un truc qui a à souligner. Et je sais pas si tout le monde en parlera, mais pour moi, la sortie de Nuno Mendes, en plus, ça intervient tôt. Ça intervient à la 36. Pour moi, ça, c'est un vrai coup dur. Parce que Semedo, qu'est-ce qu'il a pris comme courant d'air par Yamal. Alors, Yamal, on va en parler aussi, il n'a pas tout réussi. Il n'a pas tout réussi, loin de là. Mais je trouve qu'il y a du mieux quand même sur sa compétition au fur et à mesure. Mais je comprends totalement ce qu'on peut dire avec on en attend plus de Yamal pour une Coupe du Monde avec l'Espagne et pour un match comme ça. Je suis d'accord qu'on attende plus, je valide. Parce que malgré le jeune âge, c'est déjà un top player. En fait. Malgré le jeune âge, et j'ai envie de dire limite reconnu. Donc, et confirmé. Mais bon, on va attendre quand même pour le confirmer. Ça fait que 2 ans qu'il est au plus haut niveau, mais sur les 2 ans, il n'a pas baissé. Là, n'oubliez pas quand même, hein, les copains, c'est pas à prendre à la légère, mais il sort quand même de blessure. Hein. Donc, il n'est pas arrivé à 100% dans cette Coupe du Monde. Mais là, pour en revenir à ce fait de match, moi, je vous le dis, la blessure de Nuno Mendes, pour moi, c'est un tournant du match. Et c'est ce qui fait que le Portugal devient de moins en moins entreprenant sur cette deuxième mi-temps. Et puis, il y a un autre gars, hein, copain côté portugais, moi, faut m'expliquer. Hein, parce que, ok, hein, je me rappelle, c'est un bon joueur, pas de souci, mais Joao Cancelo, il a apporté quoi, en fait, sur le côté? Non, mais vraiment, hein, à chaque fois que Dalot rentrait, je le trouvais plus convaincant. Hein. Je le trouvais plus convaincant. Hein. C'est poussif, hein. C'est poussif, Joao Cancelo. Moi, je l'ai pas vu faire de différence, véritablement, hormis contre l'Ouzbékistan. Donc, est-ce que j'ai besoin de détailler un peu, les gars? Si ton meilleur match, c'est contre l'Ouzbékistan, et que tu as affronté la RDC, la Colombie, la Croatie et l'Espagne, bon, bah, voilà.
moi, je trouve que Joao Cancelo, on n'en a pas assez parlé, mais il y a un vrai différent. Enfin, après, ça peut être l'histoire de plein d'équipes. Hein. Tu peux avoir des déséquilibres avec ton arrière-gauche qui est beaucoup mieux que ton arrière-droit ou inversement. Mais là, je trouve que ça passe trop sous silence la différence de niveau entre un Nuno Mendes et un Cancelo, et c'est abyssal. Vraiment, c'est abyssal. Cancelo, je ne le vois plus faire de différence. Vraiment. Il sort à l'heure de jeu à chaque fois. Et je vous dis, à chaque fois que je vois rentrer Dalot à sa place, bah, sans être extraordinaire, hein, je ne dis pas que Dalot, c'est la réincarnation de Cafu Prime. Hein. Mais c'est quand même plus solide. C'est plus solide défensivement. Et même offensivement, bah, ouais, il n'a pas la qualité de pied d'un Cancelo. Mais vu que Cancelo, il ne me semble pas avoir la caisse, et qu'on le voit rarement dans le camp adverse, non, Cancelo, ça ne doit pas passer sous silence. Maintenant, pour en revenir aussi un petit peu sur cette Espagne, parce qu'on parle beaucoup du Portugal, mais c'est logique, hein, ils sont éliminés, donc forcément on en parle. Mais moi, je posais la question, hein, est-ce que l'Espagne, elle a l'équipe pour aller au bout? Et je vous le dis, hein, en regardant cette équipe jouer, si elle n'a pas de blessure, parce que le 11 est important. Le 11 est important. Je ne sais pas si certains joueurs sont remplaçables. Dans l'état actuel. Hein. Par exemple, clairement, on a vu que Yamal, bon, bah, vu le niveau du joueur et le talent du joueur, oui, c'est compliqué, ça va être compliqué de le remplacer. T'as un Nico Williams qui voilà, qui joue pas, quoi. Qui joue toujours pas. T'as d'autres solutions, hein. Si par exemple Yamal n'est pas là, hein, t'as un Jérémy Pino, t'as un Nico Williams comme on a dit, t'as des solutions, mais c'est vrai que c'est pas dingo. Au milieu de terrain, bon, j'ai envie de vous dire que s'il en manque un, bien sûr, ça va être compliqué. Mais t'as encore des Gavi, t'as encore des Zubimendi, t'as encore des Marcos Llorente. T'as encore des joueurs encore qui peuvent prendre c'est moins fort que le 11, hein, bien sûr. Mais ça reste fort. Les latéraux, on vient de dire, Llorente, si t'as pas Pedro Porro, ça passe. Si t'as Grimaldo à la place de Cucurella, pour moi, ça passe aussi. On oublie en plus, il y a Fabien Ruiz aussi qui peut jouer au milieu. Donc, il y a pas mal de joueurs, c'est remplaçable. Par contre, je pose une question ce soir. Il y en a un qui fait pas du tout un bon match côté espagnol. Ah, il y en a un. Ah, autant on peut s'emballer et on peut à juste titre dire que l'Espagne a réalisé un bon match, que ça a été cohérent, qu'ils ont été plutôt proactifs pendant la rencontre. Il n'y a aucun souci. Par contre, il y en a un, je suis désolé les copains, mais Oyarzabal, non. Ah bah non, ce soir, non, ça colle pas. Hein. Ça colle pas, mon copain. Là, transparent. Lui qui, normalement, en plus, c'est ça qui est très, très agréable à le voir jouer, qui combine vachement, qui arrive à trouver des zones, des angles de passe importants pour jouer en remise, en une touche et tout ça. Ah là, ce soir, c'est pas bon. Et là, les notes qui sont mises, c'était au début de la rencontre. Donc, c'est les notes qu'il y avait sur la compétition. Là, non, ce soir, pour moi, c'est pas bon du tout. Il est fantomatique. Et pour répondre à ta question, Elwes, est-ce que l'homme du match, basiquement, dans ce type de rencontre où c'est très, très difficile d'arriver à trouver un gars qui a fait la différence, est-ce que tout simplement, ce soir, l'homme du match, c'est pas Mikel Merino en rentrant à 10 minutes de la fin et en allant te glisser le but du 1-0. Ça peut paraître simple. Je te l'accorde, ça peut paraître simple de mettre Merino comme homme du match. Mais force est de constater, hein, il t'apporte autre chose. Et je viens de le dire, Oyarzabal, à ce poste-là, je suis désolé, ce soir, il n'était pas bon. Vraiment. Il n'était pas au niveau, je trouve. Et bon, ok, il est resté jusqu'à la fin. Et Merino n'est pas rentré à sa place comme numéro 9. Mais il s'est retrouvé dans une position vachement avancée, Merino. Et je pense que c'est
un signal pour De La Fuente, c'est de se dire que, ok, tu as ton plan A, Oyarzabal, qui participe au jeu, qui est un joueur profondément collectif, qui peut te faire gagner en qualité de jeu véritablement. Mais par contre, s'il est bien pris, ce qui a été le cas ce soir, Ruben Dias et Vega, ils l'ont super bien pris. Je pense que l'option Merino, pas, encore une fois, hein, qui n'est pas un neuf de formation, c'est un milieu de terrain, mais on le sait, Arteta l'a utilisé plus d'une fois comme numéro 9, ça a marché, sacré jeu de tête, et là, ce soir, il tremble pas. Hein. Ce soir, il tremble pas. Il n'est pas si simple que ça, le face-à-face à aller marquer. C'est pas ultra dit que pour un 6 de formation, parce que on le voit hein, sur la photo, il porte le 6. Hein. Donc pour un 6 de formation, arriver à le mettre, celui-là, oui, pour moi, ça doit donner des idées à De La Fuente et de se dire que peut-être, Oyarzabal, quand il est bien pris, Merino, ça peut être une option. Maintenant, factuellement, ce soir, il l'a remplacé il a remplacé Olmo par Merino. Il n'a pas remplacé Oyarzabal par Merino. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce constat-là, notre ami De La Fuente? J'en sais rien. Par contre, oui, ce coaching-là, et ça permet aussi de le remettre aussi un peu en lumière. De La Fuente, on en parle très peu, et je pense qu'on va faire un focus dessus dans les prochains jours. Et vraiment, ce coach-là, on n'en parle pas. Mais c'est complètement dingue ce qu'il fait avec cette équipe. Et me dites pas, ouais, mais parce qu'il a une équipe XXL, c'est trop simple pour lui. Non. Là, on est en train de parler d'un gars qui a instauré un style de jeu, qui a réussi à mettre, on va dire, de la personnalité dans cette équipe, de la technique. L'équipe, elle est plaisante à voir jouer. Bien sûr, peut-être que certains qui sont fans de jeu direct préfèrent peut-être d'autres styles de jeu. Je peux comprendre, mais on n'est pas dans le tiki-taka à outrance. Je trouve que sous Del Bosque, pendant peut-être même la Coupe du Monde 2010, on est sur ce système-là avec un système de jeu ultra de possession ultime. Et oui, ça, je peux comprendre que pour certains, c'est peut-être un peu fatigant. Ok, d'accord, je peux entendre. Là, on n'est pas là-dessus, en fait. On est sur un truc où, oui, la possession de balle, elle est importante, mais parce qu'il y a une philosophie derrière. C'est par la possession de balle qu'on va créer les décalages et puis regarder l'équipe d'Espagne jouer. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont la balle, mais il faut voir ce qu'ils en font, en fait, de la balle. Et il faut voir le mouvement qu'ils mettent, mais perpétuellement dans leurs actions. Vraiment, ils s'arrêtent jamais. Donc, pour moi, oui, cette équipe, bien sûr qu'elle est peut-être moins impressionnante sur le papier que les Bleus. Pas de problème. Moi, je vous dis pas le contraire. Donc, si vous me dites que les Bleus sont plus impressionnants, vous ont plus impressionné depuis le début de la compète, pas de problème. Moi, je peux vous entendre. Ok, c'est possible. Par contre, je le répète, mais ce que nous propose l'Espagne depuis le début de la compétition, les copains, vraiment, c'est du très, très haut niveau ce qu'ils nous proposent. C'est du très, très haut niveau. Et il ne faut pas le sous-estimer avec les adversaires et tout ça, parce que là, ce soir, c'est Portugal. C'est Portugal, c'est battu 1-0, et le Portugal peut s'en vouloir qu'à lui, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de dinguerie, donc, je sais pas, tu me poses la question, mon copain Elwes, de savoir ce que je pense de l'arbitrage. Je sais pas, j'ai pas de truc particulier ce soir sur l'arbitrage. Tu vois une dinguerie particulière, j'ai pas, c'était un truc qui m'est passé, qui m'échappe, mais non, l'arbitrage, il y a très peu de cartons, ouais. Vous en mettre 0, mais si, il y en a eu un en plus. Ah non, ça c'est les stats de la première mi-temps. Oui, c'est de la première mi-temps, c'est pas pareil. Sur l'ensemble, ouais, que je revois sur l'ensemble, ouais, il y a 2 cartons jaunes, il y a 3 cartons jaunes. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas trouvé de dinguerie. Voilà, pour te répondre, LOS. Par contre, dis-moi hein, si tu as trouvé quelque chose de particulier, mais j'ai pas. Donc non, vraiment cette équipe espagnole, elle est pas à sous-estimer. Hein. Vraiment les copains, on va les revoir. Hein. On va les revoir très très vite déjà pour ce huitième de finale, pour ce quart de finale. Et cette équipe-là, pour moi, il faudra jouer le match, hein, bien sûr. Hein. Faut pas sous-estimer l'adversaire. On le dit à chaque fois, il faut. Mais elle a pour moi tout pour se retrouver dans le dernier carré. Vraiment. Là, maintenant qu'elle a éliminé le Portugal,
je remonte pour ceux qui n'auraient pas comment, qui n'auraient pas l'info. Ça donne États-Unis ou Belgique au prochain tour. Donc, bien sûr, c'est des matchs de foot, bien sûr, on sait jamais, mais paraît quand même difficile d'imaginer l'Espagne qui se prend les pieds dans le tapis belge ou dans le tapis américain. Et même à domicile avec notre ami, pas notre ami, avec Donald Trump qui intervient, on sait jamais, hein. On sait jamais. Il peut peut-être faire interdire tiki-taka pendant le quart de finale, hein. J'en sais rien. Non, mais plus sérieusement, si on s'en tient au terrain, aux impressions données et aux effectifs un petit peu, il n'y a pas de débat. L'Espagne va dans le dernier carré. Et que ça soit le Maroc ou la France, je vous cache pas les copains, Espagne-Maroc ou Espagne-France, je m'en régale d'avance pour cette demi-finale. Donc vraiment, cette Espagne, elle est belle, même si elle est peut-être moins spectaculaire ou moins impressionnante, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, que cette équipe française. Ça reste quand même une sacrée équipe et qui a toujours pas encaissé de but. Toujours pas encaissé de but. Et ça, les copains, je regarde la Coupe du Monde depuis assez longtemps pour vous dire qu'une équipe qui prend pas de but et qui arrive en quart de finale, qui plus est avec un match de plus maintenant, il y a les 16e, je vous jure que c'est pas une petite perf. Donc, s'il faut donner une note à cette rencontre, les gars, moi, je vais être sur un 6. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur une purge. Donc, ça mérite plus de la moyenne. On n'est pas sur un match spectaculaire avec du suspense, oui, mais pas un match extraordinaire. Je pense que ça a manqué un peu d'émotion, de but, je pense, sans faire mon footix. Je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé un but en début de match pour peut-être un peu piquer l'autre équipe et avoir un peu plus de répondants l'un à l'autre. Là, on a été plus sur un match un peu tactique. Maintenant, voilà, si tu aimes le foot, il y a quand même beaucoup d'enseignements et on vient d'en donner plein. Il y a une dramaturgie en plus, le dernier match de CR. Il y a beaucoup de choses. Roberto Martinez, De La Fuente dont on parle pas, mais qui continue gentiment mais sûrement à écrire une partie de l'histoire du football espagnol. J'ose dire ça parce que après l'Euro 2024, continuer à garder la même philosophie en évoluant un petit peu, franchement, c'est fort de sa part. De voir que le groupe, tout l'effectif suit. Franchement, c'est fort. L'Ouest El Padrino qui me dit, tu penses quoi de l'arbitrage de la Coupe du Monde? Ah, de la Coupe du Monde. Écoute, moi, il y a un truc qui me dérange. Ça, vous allez peut-être dire que c'est un simple détail. Ouais, c'est un détail. Mais en fait, à chaque fois qu'on appelle l'arbitre pour la VAR, ça sert à rien en fait. Quasiment 10 fois sur 10, au final, c'est la VAR qui a raison. Donc il n'y a jamais l'arbitre qui déjuge la VAR quand on l'appelle. Ça me dérange un petit peu, parce qu'en gros, on perd du temps. Dans ce cas-là, dis-lui directement, vas-y, c'est bon, on arrête de perdre du temps dans le protocole. Mais en soi, j'avais très peur au début de la compète, parce que quand j'ai vu l'arbitrage de Mexique Afrique du Sud et que j'ai vu 3 cartons rouges et pour des trucs qui étaient quand même limite, ouais, franchement, j'ai commencé un peu à flipper pour l'arbitrage. Et au final, non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été mal gérés. Il y en a, hein, parce que de toute façon, dans une compète, c'est pas possible que tu n'en aies pas. Mais même là, vous voyez, là, je suis en train de repartager les 8e. Sur les 8e, Maroc-Canada, je vois pas de dinguerie. Brésil-Norvège, allez, peut-être la seule dinguerie, c'est de pas avoir sifflé le penalty directement et d'être passé par la VAR. Mais non, je vois pas de dinguerie particulière. Ce soir, j'en vois pas. Angleterre-Mexique, non plus. On perd un peu de temps avec la VAR, mais j'en vois pas. Allez, à la limite, si vous voulez, pour le Paraguay. Allez, avec le Paraguay, avec l'arbitre ouzbek qui arrive à faire l'exploit de ne donner aucun carton jaune au catcheur paraguayen. Ouais, à la limite, si vous voulez, sur les 8e. Mais sinon, je vois pas d'erreur manifeste.
Après, je dis pas qu'ils sont tout le temps. Mais ouais. Non, l'arbitrage, ça va. Franchement, j'ai pas envie de taper dessus. Il y a sûrement d'autres, pour moi, d'autres trucs à parler. Il y a d'autres polémiques. Vous savez, les copains, on reste sur le terrain, mais oh là là, dans quelques minutes, on va faire la preview du match Belgique-États-Unis. On va être obligé de parler un peu d'extra sportif avec le truc de Balogun, mais voilà. À ce niveau-là, sur l'arbitrage, je vois pas vraiment de dinguerie pour te répondre. Yanis Elamari qui nous dit yo, trop dégoûté pour CR7. Ouais. Et Dima Maghreb avec Maroc, oui. Maroc-France, oui, oui. On va voir. J'aime bien ton petit message, Yanis. Portugal était mieux que le Brésil. Oui, bah oui, oui. En fait, ce qui est un peu dérangeant, je suis d'accord un peu avec toi, Elwes, c'est que le Portugal, tu avais la sensation peut-être que l'Espagne arrivait trop tôt et que dans ce fameux match, bah, affronter tout de suite, pas tout de suite, parce que tu es quand même déjà en 8e, mais tu les affrontes un peu tôt dans la compétition, peut-être qu'il aurait fallu un tour supplémentaire. Mais on l'a dit, Roberto Martinez, il arrivait toujours pas à trouver son 11. Après, oui, sur la qualité intrinsèque de l'équipe, oui, il y a plus de qualité quand même dans ce Portugal que dans ce Brésil 2026. Et c'est aussi pour ça qu'on est un peu plus critique pour je vois ton message, Yanis. Tu sais, Yanis, mon copain, j'essaye au maximum d'être en accord avec le timing au moment où vous envoyez vos messages. Donc vraiment, j'essaye, mais il y a des moments, je pars en envolée, et donc il y a peut-être 2 minutes avant que je puisse te répondre. Mais vraiment, je laisse pas les messages de côté. Donc tu as bien vu et tu l'as bien vu après. Mais oui, t'inquiète pas, je réponds toujours. Oui, donc pour te répondre à toi, LOS, le Portugal c'était meilleur que le Brésil 2026 qu'on a vu hier. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus critique vis-à-vis, je pense, du Portugal. C'est que ce soir, à la limite, tu peux pas. C'est pas que Ancelotti, tu pouvais pas lui en vouloir. Tu peux lui en vouloir sur certains choix. On l'a dit, un João Pedro qui a pas été pris, peut-être des lectures de match qui sont ok, mais t'es rattrapé aussi par un déficit de qualité dans ton équipe. Je suis désolé, mais on l'a dit, Ryan, Danilo, Douglas Santos, c'est pas des gars qui sont dans l'effectif, c'est des gars qui étaient titulaires. Là, regarde l'effectif ce soir. Hormis Cancelo et Cristiano qui joue dans des clubs, ouais, Joao Félix aussi, qui joue en Arabie Saoudite, mais qui pourrait largement jouer en Europe. Tu vois, c'est par choix d'aller palper un peu plus qu'ils sont partis. C'est pas parce qu'ils étaient tricards. Donc dans l'effectif, pour moi, c'est quand même meilleur. Donc c'est pour ça, c'était mieux que le Brésil, mais c'est pour ça aussi qu'on est plus sévère avec eux et qu'on a moins d'indulgence. En tout cas, que moi j'en ai moins que pour le Brésil. Le Brésil, en plus, ils sont tombés sur une Norvège qui était vraiment enthousiasmante et spectaculaire. Vous êtes tombés sur plus fort. Par contre, ça fait mal à dire, hein, surtout quand tu es supporter de la Seleção, de te dire que tu es tombé sur plus fort et qu'on parle de la Norvège. Mais la réalité, c'est que la Norvège 2026 elle est meilleure que le Brésil 2026. Et elle a surtout mieux géré son match. Voilà. Mais le Portugal, on pourra toujours se dire ça, mais ça ne sera pas une excuse. Hein. Mais qu'ils ont affronté très tôt dans la compétition l'Espagne en match à élimination directe. Voilà. C'est ça la seule chose. Mais de l'autre, une Coupe du Monde, ça va être logique ce que je vais vous dire, mais tu dois battre toutes les équipes qui te sont présentées. Donc, Espagne, pas Espagne, je ne vais pas vous paraphraser Makelele qui disait Brésil ou pas Brésil, m'en bat les couilles. Ah, c'est pareil. Là, Portugal, pour le Portugal, que ce soit l'Espagne, le Brésil, la France, ce que tu veux être champion du monde, il faut que tu ailles au bout. Donc, Espagne en quart de finale, en 8e, en ce que tu veux, tu les tapes. Et ce soir, tu les as pas tapés. Donc, c'est la faillite d'une équipe. C'est pas, je l'ai dit dès le départ, c'est pas que Cristiano, c'est pas que Martinez non plus. C'est un ensemble. Mais par contre, je pense qu'on arrive aujourd'hui au clap de fin pas d'une génération, mais de certains joueurs de cette équipe-là. Je pense qu'on arrive au bout. On arrive au bout. Yanis qui nous dit Haaland. Ouais, bah, écoute, hein, tu peux
pense qu'il a enthousiasmé beaucoup de monde et il va continuer. Et pour ce quart de finale, pour une place en demi, Norvège-Angleterre, franchement, c'est sacrément ouvert. Et bien malin celui qui peut aller dire avec certitude que l'Angleterre va passer. Ou même que la Norvège va passer. Vraiment, c'est un match bien ouvert. Vraiment. Et vu ce que nous ont montré les Anglais hier, j'ai quand même hâte de voir ce petit match. Voilà. El West qui nous dit il était très serré ce match. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai mis 6. C'est pas la meilleure note d'un match du tournoi. Je l'ai dit hier, les deux matchs, j'ai mis 8 pour les deux. Vraiment, j'ai été emballé par les deux, par le rythme, par ce que j'ai vu, par les émotions, tout ça. Là, il me manquait ça. Il y avait le côté suspense, mais il y avait, il me manquait l'étincelle. Je l'ai dit dès le départ, il me manquait l'étincelle, un but. Je suis peut-être un footix un peu, mais là, dans ce type de match, ouais, si tu as ce premier but qui vient arriver vite, tu peux vite avoir un match qui sort de l'ordinaire. Là, on était sur un match un peu polissé, ouais, avec encore une fois, hein, le niveau technique était haut, hein. Mais bon. Yanis qui nous dit dégoûté pour le Mexique d'un côté aussi. Oui, bah, le Mexique, je t'encourage, hein, si t'as pas vu. Après, c'était hier, hein, donc t'es pas obligé d'aller forcément voir la vidéo, mais c'est ce qu'on a dit. On était déçus par le Mexique, mais on est déçus par la manière dont ils ont géré leur momentum. Tu peux pas prendre 2 buts en 2 minutes. Tu peux pas te prendre un carton, te prendre un penalty alors que ton adversaire vient d'être à 10 contre 11. Il y a des momentum de match qui sont ratés. Voilà. Et cette équipe, pour moi, elle est trop jeune. Mais t'as raison, ils avaient un rythme enthousiasmant et c'était une belle équipe. Franchement, ils ont fait honneur au Mexique. Mais là, ce soir, voilà, je vous le redis, hein, il y a une question à se poser ce soir, c'est est-ce que l'Espagne a l'équipe pour aller où? Et ça, on va la poser la question en vue de cette peut-être demi-finale qui va arriver. Mais c'est 2 styles, 2 ambiances avec la France. C'est 2 manières différentes de jouer le football, comme on dit. Mais dans 2 styles différents, franchement, et vraiment, hein, mon copain Yanis, c'est pas pour toi, hein. Si c'est le Maroc, je serais super content. Mais le France-Espagne, revanche de la demi-finale de l'Euro, qui se remettent en demi-finale de la Coupe du Monde, ça serait un joli symbole. Mais je l'ai dit aussi, si c'est Maroc-Espagne, ça serait joli aussi. Et puis, si c'est Maroc-États-Unis ou Maroc-Belgique aussi, ce sera sympa aussi. Mais ça sera moins impressionnant. Je pense que tu en conviendras quand même, Yanis. Qui nous dit les Simpsons nuls et prédits. Ouais, ils sont passés à côté. Et Bill de Blasi qui nous dit le Portugal a joué à 10. Alors, je vais prolonger ton propos, Bill de Blasi. Le Portugal a joué à 10 les 20 dernières minutes. Le reste du temps, on peut pas dire que le Portugal a joué à 10. Mais oui, sur la fin de match, il servait plus rien. Et ça, c'est triste. Moi, je suis pas un fan, mais je trouve que c'est triste de le laisser comme ça et de le laisser terminer comme ça parce que ça va être la dernière image qu'on a. Un peu dommage. Bon, les copains, je vais m'arrêter là. 51 minutes pour ce petit débrief. Je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Vous avez été encore super géniaux, à être super réactifs. Donc, merci à tous. Merci à Elwes El Padrinote. Merci à Yanis. Merci à Bill de Blasi. Merci à Nico. Merci à Nina Chitoula. Merci à Amine. Merci à tous les copains. Merci. C'était top d'avoir participé. Yanis qui nous dit bien le maillot de l'Italie, mais prochaine fois les amis, j'ai un petit espoir. Ah, écoute, ce maillot-là, tu sais, c'est un maillot de la loose. Hein. C'est un maillot de la loose. Je le trouve extraordinairement beau, esthétique et extraordinaire, mais c'est un maillot de la loose. Hein. C'est avec ce maillot-là qu'on a perdu la finale de l'Euro 2000. Perdu malement. On va pas en reparler. C'est un mauvais son. Donc, merci à tous d'avoir participé. Bill de Blasi qui dit merci, tu es fantastique. Arrête mon copain. Voilà, je parle juste de foot. Voilà, et ça,
ça me va droit au cœur, mais je fais rien de fantastique. Je viens juste parler de foot avec vous. Donc, au contraire. Et l'Ouest qui redit encore like, les gars. Franchement, vous êtes géniaux. Merci les copains. Le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Dispo aussi un podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme l'ont dit les copains. Abonnez-vous, on a besoin de ça pour grandir. Et puis, on revient tout à l'heure. Dans quelques... Allez, il est quoi? Il est minuit 50. On va revenir dans une vingtaine de minutes pour préparer ce dernier 8e de finale de la journée entre les États-Unis et la Belgique. Et on va se demander qui va passer entre les deux. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé et d'avoir suivi. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains ont ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.